Surendettement dans les Hauts-de-France, un nombre de dossiers en hausse pour la troisième année consécutive. Bonjour Stéphane Martina. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le directeur régional de la Banque de France. 20 663 dossiers de surendettement déposés l'an dernier dans la région. Quel est l'état des lieux finalement du surendettement? Quelles en sont les raisons? Alors, en matière d'état des lieux, comme vous l'indiquez, effectivement, c'est une nouvelle hausse importante. Alors, il faut dire qu'on est quand même un peu en retrait par rapport à la hausse nationale, puisque pour les Hauts-de-France, c'est un peu plus de 6%, et on est à 9,8% au niveau national. Mais ça fait suite à 2 années de forte hausse. En fait, on a connu une hausse plus importante avant. Et puis, il y a une différence très forte selon les départements, puisque c'est le cas à l'intérieur même du département. Par exemple, quand on regarde le département du Nord, on a une hausse à 2 chiffres dans le sud du département, alors qu'on a une hausse un peu moins importante autour de l'île et dans le Nord. Mais est-ce qu'une hausse moins importante signifie que la situation est meilleure? Non, ça signifie pas que la situation est meilleure, ça signifie le fait qu'on l'a connu un peu plus tôt que les autres, et donc il y a peut-être un effet ralentissement, mais il faut être très prudent, parce que les premiers mois de 2026 montrent qu'on reste sur des niveaux importants, et on sait très bien que dans les Hauts-de-France, on a des indicateurs qui sont moins bons qu'ailleurs, et notamment quand on regarde le nombre de dossiers pour 100 000 habitants, qui est un indicateur important que l'on suit, on a le record dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais et dans l'Aisne, puisqu'on est à un peu plus de 470 dossiers pour 100 000 Comment habitants. est-ce qu'on l'explique? Bon, on l'explique par une situation que l'on connaît qui est moins bonne, que ce soit un taux de chômage, un taux de RSA qui est plus important qu'ailleurs, un Mais taux de est-ce pauvreté qui est est-ce plus important qu'ailleurs depuis des années. est-ce que l'éducation finalement au financier pèse aussi? Ça pèse un peu, mais c'est pour ça qu'un de nos rôles, c'est de faire en sorte d'expliquer les choses en termes d'éducation financière et budgétaire. Mais voilà, il y a une situation que l'on connaît qui est sans doute moins bonne, et on essaye d'améliorer les choses. Et d'ailleurs, on voit que sur des départements comme l'Aisne, on a un pourcentage de hausse qui est moins important On que est ce à qu'on trois connaît. pour cent seulement. Voilà, exactement. Donc, voilà. Quel est le profil type, s'il en existe un, hein, du ménage surendetté? Alors, si on veut essayer de dégager les grandes idées, ça concerne majoritairement les femmes, les personnes seules, et donc les femmes qui peuvent connaître un divorce, une séparation. Mais dans les Hauts-de-France, on a aussi un peu plus de couples de ménages qu'ailleurs, parce que les revenus des ménages sont plus modestes qu'ailleurs aussi. Mais globalement, la majorité, c'est des personnes seules, et notamment des femmes. Ça veut dire par exemple des femmes, on parle quand on parle de famille monoparentale, là Oui, ce sont clairement des exactement. mères avec Des leurs mères enfants. avec leurs Ce ne sont enfants. pas les pères, Oui, on a des pères, mais très très mais, peu. mais majoritairement des femmes avec Est-ce leurs enfants. est-ce que ce sont des actifs? Est-ce que ces personnes surendettées, ce sont des personnes qui travaillent? En majorité, non, mais on a quand même des travailleurs pauvres, donc ça, on en a une part importante. Locataires à Oui. 94%, famille monoparentale, vous l'avez dit, à 70%, 69% sous le seuil de pauvreté. Alors, l'endettement médian dans la région est de 14 445 euros. Ça veut dire quoi? À quoi correspond ce chiffre de factures impayées, de découvert bancaire? Qu'est-ce que c'est ce chiffre? Alors déjà, globalement, l'endettement médian, il est moins important qu'ailleurs, parce que justement, les revenus sont moins importants qu'ailleurs dans d'autres C'est régions. plutôt une bonne nouvelle Donc alors? c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est en lien avec des revenus qui sont aussi inférieurs. Donc on va dire que le lien est plus évident en ce sens-là. Après, la composition, c'est en gros à 40%, on a quand même des dettes de la vie courante, donc des arriérés de loyer, des impayés concernant l'énergie, des éléments qu'on appelle les charges domestiques, en tout cas les charges courantes. Et puis on a quelques dettes à la consommation aussi qui sont une part importante, mais pas forcément en montant, mais en tout cas la part dans l'endettement global est encore un élément significatif. Mais en tout cas, c'est pas un endettement lié à une surconsommation. Hmm. C'est un endettement parce qu'on a des difficultés à faire face à des charges courantes. Quand vous, directeur de la Banque de France, parlez de surendettement, ça a un sens presque juridique, mais dans la vie de tous les jours, les personnes surendettées,
par quoi commence le surendettement dans la vie quotidienne et quels sont les conseils que vous donnez, à Mmh. partir de quand et comment saisir du sujet? Les premières choses, parce qu'on pose toutes ces questions-là en disant: «Depuis combien de temps?» et cetera. Les personnes nous disent: «Voilà, j'avais des difficultés depuis 2 ans, j'essayais de m'en sortir, je voyais bien que c'était compliqué et donc bah, je faisais un petit crédit pour me permettre de rembourser certaines dettes» et donc ce qu'on leur dit, c'est: «Au plus tôt, essayez de vous faire accompagner». Il y a, évidemment toute la sphère associative, les assistantes sociales et cetera qui peuvent accompagner, les personnes qui viennent d'ailleurs accompagnées ou qui viennent seules, peu Le importe. Mais 3414, le numéro de téléphone, à quoi sert-il? le 34-14, il faut savoir que c'est souvent un chiffre qui étonne, mais globalement au niveau national, il y a plus d'1 million de personnes qui nous appellent chaque année. Donc on a beaucoup de questions sur le droit au compte, la procédure de surendettement, l'inclusion financière. Il y a des entreprises aussi qui nous appellent pour nous poser des questions ou faire face à des difficultés. Et donc on leur dit, dès lors que vous avez une difficulté, essayez de venir, vous faire aider le plus tôt possible parce que sinon vous allez attendre et ça va devenir plus compliqué. Nous, notre rôle, c'est de faire face avec des dettes, financières, des dettes de charges courantes, un rééchelonnement vis-à-vis des créanciers, mais quand il y a une capacité de remboursement, dans certains cas, il n'y a pas de capacité de remboursement, donc ce qui fait que la situation ne peut que s'empirer, de mois en mois. Ce que vous dites, c'est que vous discutez avec les créanciers une fois que vous êtes saisi Ouais. du dossier et puis vous envisagez un rééchelonnement, mais ça peut aller jusque, finalement, le un effacement des dettes dans certains cas? Oui, bien sûr, ça peut aller jusqu'à cette situation-là quand on voit que la situation est compromise et qu'il n'y a pas à un horizon court, moyen terme des solutions de hausse de revenus qui vont permettre de faire face à une partie du remboursement. Donc, c'est des solutions qui existent aujourd'hui, mais il y a un impact Mmh. pour les personnes concernées. Ça veut dire derrière plus de crédit possible pendant un certain nombre d'années, il y a un fichage, etc. etc. Donc, c'est pas C'est pour les sans. protéger? C'est quelque part, c'est pour les protéger, Ça paraît effectivement. étrange de dire que c'est pour les protéger quand, finalement, on limite l'accès, au crédit, l'accès. On limite l'accès, mais quelque part, c'est la contrepartie d'effacer une partie des dettes qui ont Mmh. été générées à un moment donné. C'est-à-dire qu'on on repart sur une situation saine et avec des modules qui peuvent exister pour les aider, être accompagnés. Parce que quand on passe par la procédure de surendettement, notre mission, c'est d'essayer de le prévenir, ce surendettement aussi. Donc, bien en amont. Et donc, bah, voilà, quand malheureusement, on ne peut pas le faire, après, on essaye de ne pas y retourner, donc de Mmh. prévenir ces solutions de On surendettement. va parler un peu des entreprises du tissu industriel, mais Ouais. encore un mot de ce surendettement, interdit bancaire, c'est une conséquence, par exemple? Est-ce que quand j'ai un dossier de surendettement, je peux travailler? Est-ce que je peux toucher des revenus? Est-ce que je peux mener ma vie, correctement? Comment ça se Bien sûr, ça ne change pas, par rapport à ça. Interdit bancaire, c'est quand, il y a des impayés, les banques nous demandent de ficher une personne. Là, on parle d'un fichier, pour, les incidents de paiement liés au crédit et au fait par la suite, qu'il n'y ait plus d'autres crédits. Donc c'est un autre sujet, c'est pas être interdit bancaire. Mais par contre, bien évidemment, on peut travailler, retravailler et si possible, en travaillant, avoir des revenus qui permettent de faire face au remboursement d'une partie des dettes. Il peut y avoir un moratoire pendant un certain temps aussi en disant, ben voilà, la période est plus faste, on sait que la personne a trouvé un emploi et donc on va revoir le dossier dans 12-24 mois pour assainir la situation. est-ce que vous avez un taux de réussite à la Banque de France de remettre les gens sur Alors on n'a sur les pas de rails? taux comme ça qui matérialise mais tous ces éléments parce que derrière ce taux de réussite c'est plus vaste. Le taux déjà nous la principale chose c'est dès lors qu'il y a une capacité de remboursement et qu'il y a un plan, bah, on veut faire en sorte que ça fonctionne. Et donc on appelle les personnes parce que la décision se prend pas uniquement à la Banque de France, c'est une commission de surendettement avec des représentants de créanciers, représentants également des personnes. Et du coup, après, on les appelle, on dit est-ce que vous avez bien compris le plan, voilà ce que vous allez devoir mettre en place, etc. Le but, c'est que ça fonctionne. Maintenant, derrière, quand on parle de prévention de surendettement, bah, c'est difficile de se dire que toutes les actions qu'on a mises en place, est-ce qu'elles vont réussir à porter leurs fruits? C'est compliqué derrière parce qu'on ne suit pas les personnes après individuellement dès lors qu'elles ne viennent pas nous voir pour les dossiers de surendettement. Là, on parle de vos missions auprès des Oui. particuliers. Stéphane Martina, je rappelle que vous êtes le directeur régional de la Banque de France, mais vous avez aussi une très large mission auprès des entreprises de la région, des entreprises qui, il suffit d'ouvrir un journal, d'écouter les informations, on se rend compte que les liquidations, les redressements judiciaires font la une, ont fait la une et vont faire la une de nos journaux. Comment est-ce que vous faites pour avoir finalement un profil de la vitalité de nos territoires d'abord?
d'abord? Alors déjà, on regarde plusieurs choses. On regarde le nombre de créations, parce que derrière les défaillances d'entreprise, il faut essayer de comparer des choses qui sont comparables pour pas uniquement voir le verre à moitié vide. Et puis, l'on constate dans la région, ailleurs en France, mais c'est encore plus vrai dans la région, c'est que le rythme de défaillance a nettement ralenti sur un an. Là, on est sur l'année 2025 à une hausse de la défaillance inférieure à 4%, 3,5% exactement, Ça veut dire quoi? alors qu'on avait deux chiffres, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait un rythme de hausse des défaillances qui était à deux chiffres en 2024, alors que là, maintenant, ça a ralenti, on n'est plus qu'à 3,5% de hausse de défaillance. Donc on voit qu'on en avait moins sur 2025. Quand on fait ce constat avec les présidents des tribunaux de commerce, on regarde aussi un peu qui est concerné par ces défaillances. Est-ce que ce sont des grandes entreprises? Est-ce qu'il y a beaucoup de salariés, etc. Et on voit qu'en 2025, globalement, par rapport à 2024, il y avait moins d'entreprises avec beaucoup de salariés qu'en 2024. Donc ce sont des éléments qui étaient plutôt positifs. Maintenant, on voit dans la presse, là, il y a effectivement des entreprises emblématiques. C'est pas uniquement un effet conjoncturel. Sur certaines entreprises, on sait que les difficultés dataient depuis plusieurs années. Donc, il faut qu'on fasse attention. Nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire finalement une photographie de l'instant, en disant la réalité économique aujourd'hui. Est-ce que les défaillances sont dues à la morosité économique ou est-ce que c'est des choses qui sont plus structurantes et on essaie de faire attention aussi à ces éléments-là. Pour l'instant, on est très prudent sur 2026 avec ce qu'on connaît encore aujourd'hui dans le contexte géopolitique. Mais le moral des chefs d'entreprise, d'ailleurs, dans notre dernière enquête qu'on avait menée auprès de 2400 entreprises dans la région, ce qui était quand même important à la fin 2025, était plutôt remonté. Et dans tous les secteurs, on avait une hausse de l'activité qui était annoncée en 2026. Là, maintenant, dans notre dernière enquête de conjoncture, on voit qu'il va y avoir un principe de prudence sur les investissements qui devaient être réalisés ou même Mais est-ce que les les Hauts-de-France embauches. restent une terre d'entreprise? Oui, ça reste une terre industrielle et ça reste une terre qui attire. On voit dans les investissements étrangers qui sont réalisés, les Hauts-de-France figurent dans le top 3, alors pas en première Mmh. position, mais en tout cas top 3, top 4 selon... Parce qu'il y a des espaces, Parce qu'il y a, parce que il y a du foncier, il y a une réalité accueillante aussi pour accueillir les entreprises industrielles. Ça fait partie du paysage et de l'histoire. On a aussi une électricité décarbonée et donc ça fait partie des éléments qui sont importants aussi pour les entreprises parce qu'on parle aujourd'hui des difficultés de la conjoncture, mais il faut se projeter à moyen terme et c'est clairement un avantage important. au-delà des mots, vous le disiez tout à l'heure, vous avez finalement sondé, entre guillemets, les entreprises. Comment est-ce que vous faites pour faire remonter des chiffres fiables, que ce soit à la BCE ou à d'autres instances, en termes de situation des entreprises? Alors, il faut savoir que tous les mois, on a des informateurs conjoncture que l'on interroge dans l'industrie, dans les services marchands et dans le bâtiment. Pour les Hauts-de-France, ça représente un peu moins de 800 entreprises, 8500 au niveau national, et le gouverneur part à la BCE avec toutes les études quantitatives qui sont réalisées par nos services parisiens sur le tissu économique et tout ce dont on a besoin, plus ces informations qualitatives, quelque part, c'est le pouls du terrain. Qu'est-ce qu'on voit en termes de carnet de commandes, les perspectives, comment s'est passé le mois dernier, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues au cours des 2 prochains mois en termes d'investissement ou en termes de recrutement, etc. Et donc, toutes ces informations qualitatives aident à prendre de bonnes décisions pour voir si le taux directeur évolue, est-ce qu'on le baisse, est-ce qu'on le maintient, est-ce qu'il augmente. Vous avez une sorte de travail de baromètre, en fait. Exactement. Parmi donc les particuliers, les entreprises, j'ai vu aussi que, par exemple, il y a un centre de billets à Saint-Guin-en-Malantois, un centre de fiduciaire qui distribue les billets aux transporteurs de fonds. Quelles sont les autres activités essentielles de la Banque de France dans la région? Alors effectivement, il y a un centre fiduciaire, une caisse dans chaque région. Donc ça, c'est un point important pour pouvoir irriguer tous les billets auprès du réseau bancaire. On parlait d'entreprises et de particuliers. Il y a un accompagnement spécifique qui est fait vis-à-vis des entreprises. On a un rôle de médiateur du crédit quand il y a une difficulté pour mettre autour de la table les banquiers et l'entreprise et trouver des solutions. On accompagne les TPE, les PME, les startups. Ça représentait pour la région un peu plus de 900 entreprises accompagnées en 2025. Et puis on a un rôle aussi qui concerne l'éducation économique, financière et budgétaire. C'est le mois de mars, en général, il y a la semaine de l'EducFi et notamment sous l'angle EducFi en famille, là dans les Hauts-de-France, où on se déplace dans les collèges avec l'éducation nationale, pour parler éducation financière, économique aux élèves, mais également à leurs parents. Et il y a plus de 50 manifestations là, qui vont avoir lieu tout au long du mois de mars, et plus de 500 au niveau national. Et derrière cette
éducation pour les jeunes et les particuliers qui en ont un peu plus besoin. On parle moins d'éducation, mais il y a une sensibilisation pour les jeunes dirigeants aussi. Comment financer un cycle d'exploitation? Qu'est-ce qu'un besoin en fonds de roulement? C'est des choses qui ne sont pas forcément très bien appréhendées. Donc on fait des formations gratuites pour les dirigeants pour prendre les bonnes décisions au démarrage de leur activité. Stéphane Martina, vous dirigez donc la Banque de France dans cette région des Hauts-de-France depuis moins d'un an. Alors, vous avez un parcours au sein notamment de la Banque de France, et puis vous êtes natif comme Jacques Coeur de Bourges. Vous parliez tout à l'heure finalement de régions accueillantes. Comment ça s'est passé pour vous dans la région? Qu'est-ce qui vous a peut-être agréablement ou moins agréablement surpris? Moins agréablement, non. Je dirais en tout cas que l'accueil n'est pas une légende dans les Hauts-de-France. J'étais ravi de revenir en province. J'ai fait 14 ans dans le réseau à la Banque de France et 14 ans au siège. Et donc j'ai eu cette opportunité de découvrir cette belle région des Hauts-de-France. Et effectivement, l'accueil a été vraiment très favorable. Et c'est un point important. Peut-être une des surprise, mais qui est une bonne surprise. Je trouve qu'en matière de territoire, il y a une audace entrepreneuriale, une envie et des entreprises qui travaillent ensemble et qui aiment échanger ensemble, au-delà du business, pour trouver des solutions. Et ça, c'est un élément fort en termes d'attractivité aussi. Et quand vous voyez que sur des indicateurs comme l'endettement, comme on est un peu en haut de tableau, ça vous effraie pas? Non, ça nous montre qu'il y a du chemin à faire. Ça nous montre aussi que c'est très hétérogène. Il y a des poches, il y a des territoires sur lesquels il faut vraiment intensifier un certain nombre d'efforts, parce qu'il y a des territoires où ça fonctionne bien aussi. Donc il faut aider, voir comment on peut trouver des solutions sur le moyen terme, parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais avec des acteurs mobilisés, il n'y a pas de raison qu'on n'améliore pas les choses. Une dernière question, plutôt pratique. Celles et ceux qui auraient entendu parler d'endettement, de surendettement à l'instant, qui se disent, bon, je connais quelqu'un, ou moi-même je suis concerné, etc. On a donné le 3414 comme numéro de téléphone. Est-ce que c'est la première étape? Parce que la Banque de France, ça peut effrayer tout de même. Oui, ça peut, en tout cas, derrière cette grande dame, il y a des personnes accueillantes derrière qui ne vont pas juger. Souvent, les personnes qui viennent nous voir nous disent ça nous rend un peu notre dignité, parce que on nous juge pas, on nous aide, et je pense que c'est ça qui est important. On accueille aussi dans chaque unité, vous avez un accueil, donc les personnes peuvent se déplacer et peuvent appeler au 3414 sans problème. Il y aura des personnes qui vont les écouter et c'est une mission de service public. Exactement, une belle mission de service public. Merci beaucoup Stéphane Martina, directeur régional de la Banque de France, d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Merci à vous. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.